Bienvenue à Questions Directes, bienvenue à ITV. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir Dr Fodé Ndiaye. Dr Fodé Ndiaye est agronome et économiste. Il est ancien secrétaire général de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, ancien directeur régional à UNN Capital Development Fund, ancien représentant résident du PNUD et coordinateur du système des Nations Unies au Niger et au Rwanda. Il est aussi docteur en économie, ingénieur agronome et diplômé en Master of Public Administration de Howard Kennedy School of Government. Docteur Fodé Ndiaye, merci d'avoir été avec nous, d'être avec nous sur ce plateau de ITV. Docteur, au Sénégal, aujourd'hui, on vit une crise. Une crise aujourd'hui qui oppose une opposition radicale et aussi un gouvernement de Macky Sall. Quelle lecture avez-vous de cette crise? D'abord, je vous remercie de votre invitation, Alassane, et je voudrais m'incliner devant la mémoire des victimes, souhaiter prompt rétablissement aux blessés et aussi envoyer ma solidarité à toutes les personnes qui ont perdu des biens. Mais je pense que votre question mériterait d'être posée d'une autre manière. Comment? La manière, c'est de voir pourquoi on a vu des foules aussi immenses dévaler dans la rue, casser des biens et d'autres manifester aussi pour une cause que ces personnes pensaient juste. Okay. Donc moi, je ne verrai pas Macky Sall et une autre personne, je verrai plutôt une crise de notre société. Et j'ai écouté avec un intérêt particulier l'intervention de Mme Touré, mon ami Marema, et de professeur Niang sur votre chaîne. J'ai trouvé que cette approche sociologique était importante. Donc ma touche va porter essentiellement sur les éléments suivants. Premièrement, c'est d'avoir une lecture des institutions qui ont été attaquées. L'université et la bibliothèque universitaire, c'est le temple du savoir. C'est un point essentiel puisque le siècle dans lequel nous sommes est le siècle du cerveau. La différence des pays ne se fera pas sur ce que les anglo-saxons appellent endowment, c'est-à-dire vos ressources propres, mais davantage comment vous pouvez débloquer une intelligence artificielle, comment vous pouvez aller dans le sens de la technologie, comment vous pouvez avoir un capital humain qui puisse vous positionner dans la révolution industrielle, technologique et digitale. Deuxième élément, c'est les infrastructures de transport. Aujourd'hui, si vous cassez des infrastructures de transport, vous brisez une certaine transmission, vous brisez une chaîne de valeur, donc vous bloquez une économie. Troisième élément, c'est ce qui a été attaqué aussi, ce sont les structures qui fournissaient des biens de consommation. Ma lecture donc est la suivante. Premièrement, cette jeunesse évolue dans un contexte de fort clivage de notre économie. Clivage que quelques chiffres peuvent illustrer. Vous avez dans ce pays, malgré les efforts qui ont été faits, le secteur informel continue de représenter une partie importante de notre économie. Figurez-vous, Alassane, que 97% des entreprises sont dans l'informel. 92% des salariés qui sont dans ces entreprises gagnent moins de 110 000 francs CFA par mois. Vous avez les inégalités qui sont importantes. Justement, ce sont ces inégalités-là qui s'expriment dans cette crise. Exactement. Et c'est un catalyseur, à votre avis? Le point important de ces inégalités, c'est la structure de l'économie. Parce que l'économie ne génère pas assez d'emplois.
vous avez 200 à 300 000 jeunes qui tapent à la porte de l'emploi ou à la porte du travail pour trouver un emploi. Mais souvent, on oublie l'analyse granulaire de ces jeunes. Je n'ai rien contre les humanités, mais dans un pays où 82% des 155 000 bacheliers sont des littéraires, ce pays n'est pas positionné pour la révolution, la 4e révolution industrielle. Un autre élément de ce clivage, c'est l'alphabétisation. Aujourd'hui, si vous regardez la structure de notre pays, vous avez 6 femmes sénégalaises sur 10 ne sont pas alphabétisées dans notre langue officielle. Vous avez 4 hommes sur 10 qui ne sont pas alphabétisés dans notre langue officielle. Langue dans laquelle se tiennent tous les débats. Comment voulez-vous que ces jeunes et ces femmes et ces hommes participent à définir les orientations de leur pays? On pourrait développer, mais dernier point que je voudrais aussi mettre en exergue. Mon professeur Sandel, qui a écrit un livre sur la justice, disait ceci: la question de la société juste, c'est une question de l'analyse, de la distribution du pouvoir et des opportunités, des positions et des honneurs, des revenus et des patrimoines, des droits et des devoirs. On va y arriver. On fait de façon séquentielle cette émission. Parlons de l'éducation d'abord. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, compte tenu de votre analyse, il y a un échec de l'éducation, de la prise en charge des jeunes sur des trucs de façon holistique, aussi bien éducation formelle qu'informelle, que des daara, entre autres. Il n'y a pas une prise en charge de la jeunesse pour des opportunités de pouvoir vivre, de pouvoir gagner dignement leur vie. Je pense qu'il faut voir ce que l'éducation signifie. Ce n'est pas simplement l'emploi, c'est former un citoyen. Absolument. Qui contribue au développement de sa société. C'est s'assurer que des principes, des valeurs forgent la morale d'une société pour que chaque citoyen y prenne sa part. Si votre question s'adresse là, je pense que nous avons insuffisamment réussi dans ce cadre. Si l'éducation aussi est de créer les conditions pour que les opportunités auxquelles ces jeunes aspirent puissent être saisies pour les transformer de potentiel à réalité, oui. Je pense que nous avons aussi beaucoup à faire. Parce que le taux d'alphabétisation, il est élevé au Sénégal. Il est autour de 82%, 91% même pour les filles. Mais comme je vous ai dit, si vous regardez l'indice de développement humain, qui est un indice plus composite et qui inclut l'éducation, c'est pourquoi je le convie dans le débat. Dans la composante éducation, qui inclut le nombre d'années attendues d'éducation, qui concerne plutôt les jeunes, il est actuellement autour de 8,9 années. Donc ça s'arrête essentiellement 1 an après l'école primaire. Par contre, pour ce qui concerne les adultes, il est de 3,2 années. Et de 90 à maintenant, on n'a ajouté qu'une année. Donc l'éducation à ce niveau aussi est un peu. Le troisième élément au niveau de l'éducation que je trouve importante, c'est que l'éducation a besoin de rôle modèles, comme disent les anglo-saxons. Des modèles. Mamles était mon camarade de promotion. J'ai vu les hommages parce que les journalistes se sont identifiés à lui pour une raison. C'est son éthique. Absolument. Son professionnalisme. Et ce sont ces éléments qu'il faut convier. J'ai écrit il y a quelques années un article où je disais, j'ai rien contre la lutte, mais je disais dans cet article, un pays qui ne donne comme rôle modèle que des lutteurs ne peut engendrer que la violence. Oui. Vous parliez de Marito tout à l'heure. Si ce pays donne comme rôle modèle, et je vous ai parlé de cette émission, des pionniers dans le domaine. Il y a des ingénieurs qui ont été les premiers dans leur zone. Il y a des médecins qui ont été les premiers, hommes et femmes, dans leur activité. Mais on ne les donne pas comme rôle modèle.
Les jeunes n'ont pas à qui s'identifier. Quatrième élément, c'est la faillite des partis politiques dans ce domaine. Oui. Les partis politiques, comme les statuts le disent, concourent à l'éducation des citoyens. Or, les écoles de partis ont disparu. Les écoles de partis ont disparu. On laisse place à Internet. Exactement. C'est le cinquième point. Le cinquième point, c'est les réseaux sociaux et Internet. Je l'ai dit au Rwanda où je servais. J'ai dit, nous avons subcontracté l'éducation de nos enfants. Oui. À des niveaux qu'on ne contrôle plus. Personne ne contrôle ça. Et moi, je ne suis pas pour le contrôle, mais je suis pour le fait d'équiper les enfants avec une éthique, une morale, une connaissance, des compétences pour avoir un pouvoir de discernement. Ce que nous n'avons pas fait dans l'éducation. Oui, ma réponse est on peut beaucoup mieux faire pour permettre aux jeunes de prendre leur place et d'être mieux éduqués, de prendre leur place dans leurs décisions et de prendre leur place dans les priorités nationales en tant que citoyens conscients et engagés. Quand nous étions étudiants, on avait un slogan. Techniquement compétent et politiquement engagé. Absolument. Mais ça, on le sait, professeur. On a fait ce diagnostic-là. On organise des séminaires dans ce pays-là, partout on parle des problèmes. On dit voilà les difficultés qu'on a. Mais où est-ce qu'est l'incapacité de passer du constat à l'action, à changement? L'incapacité, c'est ça. On n'arrive pas à changer ce qu'on remarque comme étant des problèmes. On n'arrive pas à changer ou on change de manière infinitesimale. Mais pourquoi? Je vais vous dire. Je pense que c'est parce qu'on a changé nos priorités. On a changé nos priorités. On a changé nos principes et valeurs. Avant, la valeur était d'abord intrinsèque. Je vois Alassane, je vois quelqu'un qui est d'une certaine famille, d'un certain village et qui, aujourd'hui, à un certain niveau intellectuel et se bat. Deuxième chose que j'ai vue, c'est que les programmes d'ajustement structurel, on paye ce coût. En 1985, j'ai fait une conférence de presse au niveau du PIT, après la convention de l'accord qui avait été signé en 1984 entre le gouvernement du Sénégal et les institutions de Bretton Woods, pour dire que nous allons à l'échec, puisque nous sillons ce qui est important, le capital humain. Troisième élément, les familles aussi ont baissé la garde. Oui. Parce que, on en a discuté, le repas familial autour duquel on pouvait se retrouver, les internats qui avaient une manière de faire d'un brassage régional, ethnique, social, etc. La méritocratie, parce que les jeunes n'y croient plus. L'école avant était une école d'ascenseur social. Aujourd'hui, les jeunes ont leur doctorat. Ils chôment. Donc, on peut mieux orienter nos priorités. On peut mieux avoir des rôles modèles. On peut mieux ouvrir des opportunités pour les jeunes. On peut davantage focaliser notre enseignement sur la cellule éducationnelle de base, les familles, et équiper notre jeunesse pour qu'elle prenne sa position dans le développement national. Elle n'attend que cela. Lat Dior est monté sur le trône à 29 ans. Ndaté Yalla est monté sur le trône à 36 ans. Les jeunes ont toujours changé. Moi, je ne suis pas de ceux qui font la morale aux jeunes. Moi, je suis de ceux qui font confiance aux jeunes. Les jeunes ne demandent qu'à prendre leur part. Mais certains disent même que le problème au Sénégal, ce n'est pas la jeunesse. Ce sont les adultes qui n'arrivent pas à trouver des rêves aux jeunes, qui n'arrivent pas à former les jeunes, qui n'arrivent pas à remplir le devoir vis-à-vis de la jeunesse. Je vous donne un exemple, Alassane. Vous savez, j'ai fait le Niger. 2 exemples même, rapidement. Je suis allé à Agadez, où il y avait des jeunes Sénégalais qui étaient en émigration. J'ai rencontré quelqu'un quasiment de mon village. J'ai dit, mais il me dit, grand, aidez-nous à réaliser nos rêves au pays et nous ne serons plus en train de risquer nos vies dans le désert. Je suis allé voir des jeunes qui étaient dans Boko Haram, qu'on a appelé les repentis. J'ai demandé, mais pourquoi vous étiez dans Boko Haram? Voici leur réponse. Premièrement, dans notre société de gérontocratie,
nous n'avions pas voix au chapitre. Et les jeunes ont l'habitude de dire, tout ce qui se fait contre nous. Non, tout ce qui se fait pour nous, sans nous, se fait contre nous. Nous n'avions pas voix au chapitre. Deuxième chose, je n'avais pas de revenus. Troisième chose, je ne pouvais pas me marier. Quatrième chose, je ne pouvais pas me mouvoir. Boko Haram est venu. Mais votre analyse rejoint ceux qui disent aujourd'hui, on parle de dialogue national, mais on ne voit pas là-bas les jeunes dans le dialogue national. Autour du président Macky Sall, on voit que des vieux routiers de la politique qui sont là. Je pense que ce qui est important est là, et c'est dommage pour notre pays, parce que c'est un des rares pays où tout ce qui doit être fait est déjà écrit. Notre problème, c'est l'exécution. Mais pourquoi? C'est très simple, de mon point de vue, c'est avoir une bonne combinaison entre leadership et management. Le leader doit inspirer, le leader doit donner la direction, le leader doit être considéré comme crédible, le leader doit être perçu comme un homme de confiance pour avoir un contrat social avec son peuple, y compris la jeunesse. Quand ces éléments ne sont pas réunis, cela ne va pas marcher. Confucius a dit ceci, il dit pour diriger un pays, il faut trois choses. Lesquelles? Il faut, premièrement, suffisamment d'aliments. Oui, nourriture. Deuxièmement, des armes. Oui, troisièmement, la confiance. Oui. Mais s'il avait 2 points à sortir de ces trois... C'est la confiance qui est le premier. Exactement. Parce qu'il dit, en fin de compte, nous allons tous mourir. Mais la confiance. Et c'est ça, ce qu'on a perdu dans ce pays, souvent, c'est l'éthique. J'ai écrit un papier pour les assises sur l'éthique. L'éthique et la morale. Warren Buffett a dit, si vous recrutez quelqu'un, regardez les compétences, le professionnalisme et l'éthique. Mais si les deux premiers, si le dernier, l'éthique, manque, c'est pas la peine. Oubliez. Parce que quelqu'un qui est compétent et qui n'a pas d'éthique vous fera beaucoup plus de mal. Oui. Donc, cette articulation. Deuxième chose, c'est construire des institutions et systèmes qui fonctionnent, mais avec un capital humain doté d'une grande éthique dans une société avec une morale très développée. Oui, mais dans un pays qui a des ressources, on parle de gaz, on parle de pétrole, on en parle depuis des années. Et l'économie aujourd'hui n'arrive pas à prendre en charge ce pays, c'est la jeunesse. Il y a une crise économique qui est là. On l'a vu tous les jours, l'inflation qui est là. Les gens, ce qu'on appelle, ce que Dr Cornwell appelle les invisibles. Vous allez dans la rue à Dakar, vous voyez des gens qui n'ont pas où passer la nuit, ils passent la nuit dans la rue. Et ces gens, ils sont laissés pour compte. Ils sont laissés pour compte, et j'y reviendrai pour votre analyse économique. Vous savez, en Côte d'Ivoire, c'est qui les invisibles? Tu as vu le feuilleton? Ce sont les microbes, les jeunes qui ont pris la violence comme moyen de s'exprimer et de prendre d'expression. Je pense pour notre économie, notre croissance doit être plus inclusive. Nous avons un taux d'inégalité très élevé encore, 31%. Nous avons un taux de pauvreté très élevé encore, 38%. Nous avons une importation importante de produits alimentaires pour nous nourrir. On a un taux d'autosuffisance de l'ensemble des produits alimentaires d'à peu près 57%. Même le cure-dent est importé. En tout cas, beaucoup c'est importé. 6000 km. Maintenant, je pense à la décharge aussi du gouvernement. Leur plan est bon dans la mesure où il se focalise sur la transformation structurelle de l'économie, sur le capital humain, sur la gouvernance, institutions et systèmes. Mais là où je pense qu'il y a des problèmes, c'est comment traduire ça en priorité. À mon avis, sur la gouvernance et les institutions, on doit faire beaucoup plus pour que les modes de transparence, tant dans le recrutement que dans la reddition des comptes, soient des modes appropriés pour un développement. On doit aussi quitter l'administration que nous avons héritée de la colonisation, qui était une administration pour permettre aux colons d'avoir une économie de rente. Il nous faut plus des institutions et des systèmes et des écosystèmes qui regardent la performance, qui regardent la bonne gestion, qui met en avant la méritocratie, qui met en avant
le capital humain, mais doté des éléments du XXIe siècle, pas du XVIIIe ou du XXe siècle. Et ça, c'est positionner le pays dans le XXIe siècle. Nous devons aussi développer la transformation industrielle. Quand vous exportez des produits de base, et c'est le cas chez nous, 68% de nos exportations, c'est des produits de base. Et nous importons 60% des produits finis. Donc nous exportons des emplois. Parce que les autres prennent nos produits de base et transforment, nous revendent. Prenez par exemple le phosphate. On exporte les engrais phosphatés à l'Inde qui produit du riz et qui nous revend du lait. Pourquoi? Puisque nous avons 240 000 hectares dans la vallée, plus 10 000 dans la Nambé, plus encore à peu près 100 000 avec les eaux souterraines qui font 100 milliards de mètres cubes. Pourquoi ne transformerions-nous pas notre économie pour une plus grande autosuffisance? Mais pourtant, professeur, ouais. Docteur, la diagnostic que vous faites a été fait. Les gens ont constaté tout ça. Mais moi, mon problème, c'est quelle est cette incapacité de transformer tout ce qui a été dit aujourd'hui en action, de façon concrète, que les Sénégalais le vivent, qu'on transforme notre phosphate sur place, qu'on puisse aujourd'hui le vendre, créer des emplois, qu'on transforme notre arachide sur place en huile, les gens puissent la mangue, tout, qu'on puisse faire ici au Sénégal le jus de mangue qu'on peut vendre, made in Sénégal, dans nos magasins. C'est ça que moi, mais je vous ai dit pourquoi. Je vous ai dit pourquoi, c'est les priorités. Parce que si vous avez actuellement des priorités... C'est les priorités ou c'est l'incompétence? Non, les deux, mais je vous ai dit leadership et management. Quand vous avez un leadership, il crée des opportunités. Parce que les gens voient que la transformation est basée sur le mérite. Et ça, c'est un facteur, pas seulement que j'ai constaté, c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, la base de tout ce que nous devons faire, c'est une bonne combinaison de leadership et management. Du reste, c'est pour ça que moi, j'ai créé un Center of Excellence for Leadership and Management for Africa's Development. Et le leadership, c'est quoi? Le leadership, ce n'est pas seulement le leadership politique. C'est le leadership politique. Dans tous les domaines. C'est le leadership des entrepreneurs. C'est le leadership des communautés. C'est le leadership des citoyens. Il faut que les citoyens croient. Deuxième chose, il faut que nous ayons des systèmes financiers inclusifs, mais adossés à nos priorités et notre structure économique. La transformation structurelle de l'économie, passer des secteurs à faible valeur ajoutée. Si vous avez un secteur financier aujourd'hui, où vous dites l'agriculture est votre priorité, savez-vous quel est le pourcentage de l'agriculture dans l'encours de crédit au Sénégal? Non. 2,6%. C'est peanut. Si vous voulez allouer vos ressources, vous dites l'agriculture est votre priorité, mettez vos ressources dans l'agriculture. D'accord? Si vous dites aujourd'hui, je vous ai déjà donné ce chiffre, vous dites la priorité, c'est de former des ingénieurs, des scientifiques, des mathématiciens et des techniciens, vous avez 82% de votre output pour le baccalauréat, c'est des littéraires. Il y a un mismatch. Ça, c'est des choses qu'on peut corriger. Si vous dites aujourd'hui que vous avez un endettement qui est au Sénégal 75% du PIB, on a même dépassé le critère 70. de 75, même 77,6 pour certains chiffres. On a dépassé le taux de 70%. Mais l'endettement pour moi ne veut rien dire. Mais si vous prenez ces ressources, vous les investissez dans des secteurs qui rapportent, vous créez de la valeur ajoutée. Il faut que la dette soit utile. La dette doit être davantage utile. Quatrième élément sur cette dette, sur ce financier, je vous ai parlé des banques, je vous ai parlé de la dette, j'ai oublié de vous parler des partenaires techniques et financiers. Vous savez, notre PAP, le plan d'action prioritaire 2 du plan Sénégal émergent, le total, il est de 14 098 milliards de francs CFA. Mais savez-vous combien on met? Le Sénégal? Oui. Peu. 30%, le secteur privé 13% et les partenaires techniques et financiers 57%. Un pays n'a jamais été développé par les étrangers. Par l'argent extérieur, par les étrangers. Donc,
ça c'est aussi un problème. Comment nous pouvons développer notre fiscalité? Le taux de fiscalité aujourd'hui, le rapport des revenus fiscaux sur le PIB, il est de 16,88%. Notre taux d'épargne, il est de 16,38% sur le PIB. Mais ces taux, pour les États émergents, ils doivent être de 25%. Mais on ne développe pas le fisc, beaucoup ne payent pas leurs impôts. Mais ceux qui ne veulent pas payer aussi, certains, regardent le fait qu'est-ce que l'impôt a réussi à faire. Oui. Donc, ce civisme fiscal doit s'accompagner d'un bienfait que les gens vont trouver dans le fait qu'ils payent leurs impôts. Mais ça note en rien qu'on doit avoir ce civisme fiscal. Développer notre épargne. La diaspora. Savez-vous que la diaspora, les ressources que la diaspora apporte aujourd'hui font 1,4 fois les ressources des partenaires techniques et financiers. Plus que l'aide internationale. Plus que l'aide. Alors que nous sommes parmi les pays les plus aidés. Ouais. On reçoit $98 par tête d'habitant. En moyenne, les pays africains reçoivent $58 par tête d'habitant. Mais où va cet argent? La plupart, c'est des investissements sociaux. Oui. Bâtiments. Bâtiments, mosquées, autres. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Mais, ou même suppléer le fait qu'il n'y ait pas de revenus pour les besoins de consommation. Mais il faut développer des mécanismes pour permettre que ces investissements de la diaspora puissent être réutilisés. Mais ça suppose aussi que la diaspora soit convoquée à la table. Oui, mais vous reposez la question fondamentale dont vous aviez parlé au début de l'émission, c'est la confiance. Oui. Si la diaspora n'a pas confiance au pays dans lequel ils sont pour investir dans des projets productifs, ils ne mettront pas l'argent. C'est absolument vrai. Mais cette confiance doit être développée par le leadership à tous les niveaux. C'est cette confiance. Et je vous ai dit, Confucius, cette confiance. Nous aussi, c'est pareil, même au Sénégal. On dit qu'il y faut des amkers. Donc, tu développes une ombre autour de laquelle chacun peut se retrouver. Vous parliez du dialogue et d'autres points. Je pense qu'il faut que dans ce pays, qu'on développe davantage cette confiance. Pour nous dire qu'après tout, moi, quelle que soit la situation qui change, je suis sénégalais. Mon pays, c'est le Sénégal. Je vous ai dit dans une de vos émissions, je n'ai qu'un seul ami, c'est le Sénégal. Mais la confiance commence par la transparence dans la gestion des affaires publiques. Oui. Je vous ai parlé de cela aussi. La transparence, cela suppose la méritocratie. Cela suppose des institutions qui fonctionnent. Cela suppose des systèmes de reddition. Si, par exemple, vous avez une malgouvernance qui se traduit par une certaine corruption. Et cette corruption n'est pas sanctionnée négativement. Vous ouvrez la voie à d'autres qui puissent s'y engouffrer. Quand quelqu'un ne rend plus compte au système mis en place de manière démocratique, transparente et avec des mécanismes de reddition des comptes, mais plutôt à une allégeance, ce système court à sa perte et risque d'être bloqué. Donc, il est important qu'à tous les niveaux, le leadership soit un leadership crédible, un leadership capable de mettre en avant un contrat social avec la population, qui soit aussi un rôle modèle pour permettre d'inspirer à la jeunesse une trajectoire et pour mobiliser et utiliser à bon escient notre fiscalité, nos ressources internes, les ressources empruntées et positionner tous ces éléments pour avoir une transformation structurelle de l'économie et créer des emplois. C'est ça le secret et c'est ça qui va permettre d'utiliser le capital humain, de résoudre nos problèmes d'agriculture, de résoudre nos problèmes d'industrialisation et de faire en sorte que les jeunes y croient et utilisent leur créativité, leur innovation pour développer ce pays et non pour casser. Parce que ça aussi, c'est un point qu'on a oublié dans l'éducation avant de répondre à cette question dont vous avez parlé. Cet élément qu'on a oublié, c'est cette transition qu'on n'a pas eue de la royauté à la République. Vous voyez, dans notre pays, le président de la République, on dit Borom Réumi. Wow, Borom Réumi. Tout le pays lui appartient.
borom réew mi takkal nañ ko ndombal tànk. Quand vous avez une république, le président c'est le serviteur, ce n'est pas borom réew mi, ce n'est pas takkal nañ ko ndombal tànk. Et ça, ce sont des éléments consubstantiels de cette transformation. C'est en transformant le leadership, le management, en créant une bonne éducation, un capital humain, une citoyenneté qui y croit, en ayant des rôles modèles importants, qu'on peut transformer ce pays. Parce que moi, j'ai l'intime conviction que le Sénégal regorge de ressources humaines à tous les niveaux, des paysans aux ouvriers, en passant par les industries, mais il faut que tout le monde y croit et que ça soit dans une articulation appropriée. Et je pense que c'est ça qui est le plus fondamental dans notre pays. Et c'est comme ça qu'on construit la paix. Parce que quelqu'un a dit, Jan Eliasson, qui était le numéro 2 des Nations Unies, il a dit une chose importante. Il a dit, il ne peut y avoir de paix sans développement. Mais il ne peut y avoir de développement sans paix. Mais il ne saurait y avoir ni développement ni paix s'il n'y a pas état de droit et respect des droits humains. Et le premier droit, c'est le droit à la vie, le droit à l'éducation, le droit au travail décent, le droit à l'alimentation. Faisons en sorte que notre économie développe les moyens pour y arriver. Et ça existe. Mais on pêche dans le cadre de l'exécution, ce n'est pas dans l'élaboration des politiques publiques. On pêche dans le cadre de la reddition des comptes et on pêche dans le cadre d'entraîner toute cette masse de jeunesse créatrice et innovante pour positionner notre pays dans le sens de l'intégration avec un marché de 1,4 milliard avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, pour créer des emplois, résoudre nos problèmes de base et nous positionner davantage dans la révolution industrielle, technologique et digitale. J'y crois et je fais appel à la jeunesse de jouer son rôle et de continuer dans un cadre qui soit plus républicain, un cadre qui soit plus pacifique, un cadre qui soit plus dynamique, un cadre qui soit plus démocratique. Et je pense que notre pays y arrivera. Vous l'aurez constaté, l'émission a débordé, mais c'est pour la bonne cause, parce qu'être avec le professeur Dr Fodé Ndiaye, agronome et économiste, est un régal de parler du pays, surtout de poser les questions essentielles sur le point essentiel, comment faire pour sortir le Sénégal de cette situation de crise. Merci infiniment, professeur Dr Fodé Ndiaye. Vous êtes ancien secrétaire général de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, ancien directeur général à UN Capital Development Fund, ancien représentant résident du PNUD et coordinateur résident du système des Nations Unies au Niger et au Rwanda. Vous êtes docteur en économie, ingénieur agronome et diplômé en Master of Public Administration de Howard the Kennedy School of Government. C'est un réel plaisir de vous avoir sur notre plateau pour parler des vrais problèmes qui se posent ici au Sénégal. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci et au revoir.